Ce qu'on a essayé de faire à la première saison de l'atelier, c'était de mettre en commun des territoires pilotes et de vérifier s'il y avait des principes directeurs communs à ces démarches de transition et des principes qu'on a identifiés et cristallisés dans un référentiel. Se joue dans la saison 2 l'idée de voir si ce référentiel, ces principes directeurs, sont utiles pour travailler la transférabilité d'expériences complexes auprès d'autres écosystèmes territoriaux. On n'est plus sur des petites villes pilotes, on est sur des régions, des communautés d'agglos, des métropoles, d'autres communes, des communes embarquées parfois par des collectifs citoyens, des territoires qui ne sont pas des collectivités, comme des universités ou des associations foncières. Donc voilà, une diversité d'échelles et d'acteurs pour questionner le transfert. Ce parti pris que ça passera par un mouvement des territoires amène à se poser la question de qu'est-ce qui peut faire bouger les territoires. Et en gros, soit on est plutôt dans des logiques yaka faucon, et puis voilà, en fait il ne se passe rien. En pratique, tout le monde en parle, mais il n'y a pas grand-chose qui bouge. Soit on est plutôt dans des logiques, bon, la technologie, la science va nous régler ça, et donc on remet aux ingénieurs notre destin entre les mains. Trouvez-nous des sources d'énergie propres, mais on continuera comme avant. Nous, notre conviction, c'est que ce n'est pas là que ça se joue, c'est que c'est dans une conduite de changement sociétal, c'est-à-dire que ce n'est pas de la faute des élus, de la faute des consommateurs ou de la faute du monde de l'entreprise, c'est une réorientation globale vers un modèle plus vertueux, qui respecte la planète et qui respecte plus l'humain. Et le travail que l'on fait actuellement, c'est de dire qu'est-ce qui peut permettre d'enclencher cette conduite de changement, ce changement d'imaginaire. Il faut à la fois agir vite, parce qu'on est dans une urgence climatique, écologique, et en même temps conduire le changement de posture, de travail, ce qui demande énormément de temps. Donc on est dans la gestion finalement de ce paradoxe, et l'atelier des villes pairs et territoires pilotes, c'est une réponse qui cherche à la fois à accélérer, tout en assumant le fait que ça doit passer par du sensible, de la compréhension individuelle et collective, de la montée en compétences collectives sur ces questions, et que ça demande nécessairement du temps. L'atelier Ville Pair, territoire pilote de la transition, il cherche à répondre à une question qui est comment moi qui suis engagé dans une démarche de transition, je peux profiter de l'expérience d'autres acteurs. Alors l'expérience passée, accumulée, ou l'expérience d'autres acteurs qui sont en parallèle de moi et qui sont eux aussi engagés dans des démarches. C'est ça la question centrale, et elle se pose aussi bien à tous ceux qui aujourd'hui sont sur le terrain qu'à tous ceux qui cherchent à les accompagner. Un laboratoire comme Atemis, qui va accompagner des territoires, doit trouver une position et une posture qui fasse ressource pour ces acteurs. On mène aujourd'hui un programme de transition au sein de l'université, c'est-à-dire que l'université se transforme. Voilà. On aborde la transition en volontairement rénovant des locaux, créant des espaces qui sont des espaces partagés avec des étudiants. Voilà, on crée des espaces qui vont favoriser la collaboration. On essaie de casser les silos, de travailler en transversalité. Et donc à partir de là, effectivement, je me suis dit qu'une université en transition, qui est elle-même inscrite et un gros acteur de son territoire à Lille, a tout à partager sur sa propre démarche avec le collectif des villes pairs, et elle-même peut évidemment, elle-même et les représentants de l'université qui participent aux ateliers peuvent également s'alimenter de ce qui va être partagé, des réflexions qui sont menées pour continuer à conduire ce programme de transition. On considère que il y a différents points de vue qui sont absolument indispensables et complémentaires, parfois contradictoires, ce qui fait la richesse de cette mise en lien, à mettre ensemble. C'est le point de vue par exemple des élus, c'est le point de vue des techniciens des collectivités, c'est le point de vue des opérateurs économiques, c'est le point de vue des citoyens. Et donc ces différents points de vue sont absolument essentiels dans la mise en système de ce qu'on essaye de mettre en place. On pourrait imaginer de l'accompagnement entre pairs, c'est-à-dire d'élus un peu plus engagés, un peu plus en avance, qui sont en capacité de faire leur retour d'expérience à d'autres élus qui s'engagent de manière un peu plus nouvelle. Alors au départ, moi je connaissais un petit peu le travail qui était fait par l'Institut. Je me disais que j'avais envie sur le territoire sur lequel j'agissais et j'agis encore en tant qu'élu, j'avais envie de faire un saut dimensionnel sur les questions de la transition. Jusque-là, on accompagnait un projet ici, un projet là, et puis à un moment donné, on se disait mais non, il faut relier l'ensemble, il faut pouvoir aller
de façon plus globale sur l'ensemble des projets que l'on portait. Et donc l'envie était de pouvoir emmener d'autres acteurs, c'est-à-dire briser les habitudes passées qui sont les élus travaillent en silo comme ça, les services travaillent en silo et de temps en temps ils font des appels à projets et il y a des associations qui répondent. Briser tout ça et se dire à un moment donné on va regarder une problématique, on va regarder une envie et on va se mettre à travailler ensemble. Le principal point d'appui, finalement, c'est la reconnaissance que tous ces acteurs travaillent. Quand je suis un habitant sur mon quartier et que je m'engage comme ça dans une initiative, quand je suis un technicien dans une collectivité, quand je suis un élu qui pense une politique publique, quand je suis un acteur économique qui cherche à apporter une réponse nouvelle, je travaille. Donc le point d'appui pour accompagner ces personnes, c'est la reconnaissance de ce travail-là et la capacité à confronter son propre travail au travail des autres dans les autres démarches de transition. De travailler ensemble au même niveau, en se posant les mêmes questions, en s'écoutant en regardant ce qu'on était en train de travailler ensemble, et du coup en écoutant tout ce qui se disait tout autour dans l'atelier. Et aussi j'ai entendu ce que disaient l'un des intervenants, en préparant l'atelier et tout d'un coup en pointant des manques, des oublis ou des faiblesses, des vulnérabilités. Et le fait de travailler ensemble avec des casquettes très différentes va nous permettre maintenant de travailler plus facilement. Et je pense de développer des choses plus intéressantes. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre un peu de recul sur nos pratiques. On a largement puisé aujourd'hui dans le référentiel qui a été fait. On l'a diffusé sur notre territoire et ça devient un point d'appui dans ce qu'on structure au niveau du territoire régional avec les acteurs de la région. Et émerge l'idée de pouvoir avoir quelque chose d'un peu équivalent au niveau du territoire régional Centre-Val de Loire. On a envie de tisser plus loin ces questions de transition et être à la fois un réseau de partage d'expériences, des initiatives inspirantes. On a réuni les futurs acteurs du projet, qui étaient des représentants de nos services techniques en charge de l'exploitation et la maintenance du bâtiment, la direction immobilière, des chercheurs, des usagers du bâtiment. Lorsqu'on a expliqué la vision qu'on portait d'un bâtiment qui deviendrait un objet de recherche, les chercheurs, pour certains, se sont dit « ouais, super, génial, on va avoir à notre disposition un laboratoire à ciel ouvert ». Ils avaient simplement oublié qu'il y avait des usagers dans le bâtiment, quand même. C'est un bâtiment dédié à l'enseignement et à la recherche. Les services techniques, à ce moment-là, on dit « mais pas question de toucher à ce qu'on fait nous. Nous sommes garants de la sécurité, de l'accessibilité, de l'éclairage, de l'alimentation en énergie, de la gestion des déchets, donc chacun reste dans son truc ». C'est pas du tout ce qu'on voulait. Voilà. On a construit ensemble en fait, ce bâtiment, et aujourd'hui, le bâtiment et ses projets sont gérés ensemble. Au sein de l'université a même été embauché, il y a 1 an et demi à peu près, une personne qui a un nouveau métier qu'on appelle le manager de la performance énergétique. C'est une expertise, une compétence qu'on n'avait pas. Donc on a embauché quelqu'un qui est un bon technicien, qui s'est formé à la GTB avec 3 de ses collègues. Mais cette personne en question, elle a également un très très bon relationnel. Et elle sert de liant. Le rôle de la mission résilience, en fait, il est multiple. Donc, à la fois coordonner, on va dire, les différents services de l'administration pour mettre en œuvre cette stratégie. Et puis, sur les modes d'organisation, on est plutôt sur des actions qui visent à, d'abord, nous, villes, municipalités, à assurer la continuité d'activité et la continuité du service public. Mais aussi à mieux mobiliser l'intelligence du territoire, travailler avec les habitants, avec les citoyens, avec les entreprises, les opérateurs de réseau, partager les connaissances, comment on s'appuie sur les habitants, comment on leur donne davantage les outils, où on accompagne leur volonté d'engagement pour qu'ils puissent être en capacité de répondre à tous ces défis. Je suis très intéressé par la démarche Villepert parce que le cœur de l'activité, que ce soit le Collège des transitions sociétales ou la Fulchentrerie que je dirige, le club d'entreprise, on est confronté à la question de la coopération. Donc on est très intéressé par comment mobiliser les élus et les services du côté de la société civile, et à l'inverse, de voir comment les élus et les services s'intéressent à comment mobiliser la société civile m'intéresse également, puisque nous sommes dans la logique, dans la recherche d'une co-construction de politique publique, d'être co-auteurs de politique publique sur nos territoires.
territoire. Alors, ce qui m'a très intéressé dans le référentiel des villes-pairs lorsque j'en ai pris connaissance, c'est d'une part la méthode employée. Parce qu'on n'est pas là dans une étude un peu réalisée par des externes, même s'il y a des experts un peu extérieurs aux collectivités en question, mais le référentiel, il est coélaboré par les territoires. Et voilà. Et donc on part des porteurs de projets, enfin élus, porteurs de projets et autres, dans les territoires qui coélaborent ensemble, avec une méthodologie qui est bien rodée, c'est important, ce référentiel. Alors ce que je trouve particulièrement intéressant, ce sont les réponses à des questions posées dans le groupe qui viennent renforcer quelque part des hypothèses qu'on avait. Alors je vais prendre l'exemple qu'on a écouté ce matin sur la question d'associer des élus et des services dans un conseil d'administration pour pas que ce conseil d'administration soit hors sol. Et donc cette dualité élu-service et bien évidemment la société civile dans ce projet collectif nous semblait une hypothèse à travailler et qu'on a explorée pendant quelques années, mais qui est confortée par ce qu'on a entendu ce matin, par les expériences des uns et des autres. Venir se confronter et se mettre avec d'autres qui ont mené ces choses, moi je trouve que ça apporte du réconfort parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque sur les questions, sur les enjeux, qu'on a bien plus de choses en commun qu'on pourrait le penser, alors qu'on a des contextes très différents sur comment faire, comment mobiliser, comment pérenniser, vers quel horizon aller. Et donc, c'est plutôt confortant. Et je ne dis pas forcément réconfortant, mais confortant pour continuer et pour se dire que on est dans un mouvement plus global. En essayant de structurer ces acquis, ces expériences, de voir les convergences, eh bien, ça nous donne une ossature, en fait, à toutes ces démarches de transition. Ça nous permet d'avoir des points de repère, de se dire, ça, on peut considérer que c'est acquis, en tout cas pour aujourd'hui, on peut se reposer fermement dessus. Ça, on voit que ce que je pensais très important, chez moi, en fait, je vois que ça peut être secondaire, parce que c'est pas ça qui était vraiment déterminant. Cette logique intégrée, multi-bénéfices, de recherche constante des co-bénéfices, moi je l'ai retrouvée dans le référentiel. Elle fait vraiment partie du référentiel des villes en transition et c'est une des clés, c'est-à-dire cette recherche permanente où on va tirer la pelote. Ok, on a un processus enclenché, des faits qui se sont penchés sur un berceau, un espace commun, un lieu commun, un lieu de dialogue. Tirons les ficelles de tout ce que ça peut permettre en termes de politique publique. Et après, ça va varier évidemment en fonction des échelles. On discute à des échelles très très différentes. La ville de Paris, le Sangoël, nous dans le cadre du réseau des 100 villes, on discute avec Tokyo, Mexico. Mais finalement, on réalise qu'à toutes les échelles, selon les enjeux, on trouve des solutions. Et dans l'exemple des cours oasis, des cours d'école transformés en oasis, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce sont les élèves qui vont dessiner leur cours d'école, les habitants du quartier qui vont définir ce qu'ils veulent faire de cet espace, et ça va venir irriguer ensuite les cahiers des charges, les CCTP de nos collègues, des sections locales d'architecture, etc., qui, par ce dialogue-là aussi, par cette ouverture-là, changent leur pratique progressivement, apprennent de nouvelles choses et viennent renforcer eux aussi leur expertise. On ouvre nos chakras aussi, entre guillemets, au sein de l'administration. Et cette porosité, ce dialogue entre les expertises du territoire, mais y compris l'expertise usagée, elle est vraiment très intéressante. En tout cas, c'est ce qu'on va chercher au quotidien. Ces échanges à l'atelier des villes-pairs, ils permettent aussi, d'une certaine manière, de retrouver une famille professionnelle, où on partage vraiment ces ingrédients, ou ce qui dans le référentiel s'appelle les balises, mais qui sont en fait des sortes d'invariants qui nous permettent vraiment d'agir ou de trouver des repères. Disons que le groupe de travail des villes-pairs nous permet à nous, en tant que collectivité, de prendre un peu le temps de se poser, d'être dans l'analyse de pratique, à la fois les nôtres et à la fois celles d'autres territoires,
et de tirer des enseignements, voilà, des questionnements, parce que évidemment l'action publique elle se construit avec les gens, avec les questionnements. Alors, la ville de Paris qui a lancé une invitation très très large auprès des habitants pour qu'ils deviennent des... j'ai oublié le terme. Des ambassadeurs, on va utiliser le terme d'ambassadeur. Donc la ville de Paris qui a envoyé un appel large auprès des habitants pour qu'ils deviennent ambassadeurs en fait, de l'environnement et de la démarche de transition de la ville. Ils pensaient avoir quelques centaines de personnes volontaires, les volontaires, ils ont appelé ça les volontaires. Et il y en a eu 15 000. Voilà, donc un truc dont finalement on ne soupçonne pas l'efficacité. C'est un programme qu'on a déployé depuis 2 ans de mobilisation d'un réseau de citoyens qui soit formés et solidaires, capables donc d'agir face à une crise comme au quotidien. Comment comprendre l'impact qu'aurait une inondation majeure ou une crue chez eux, à la végétalisation de la rue en bas de chez eux, à comment aller vers les personnes à la rue, aux gestes qui sauvent, comment accompagner les personnes âgées, et quels étaient les outils dont ils disposaient et comment ils pouvaient, en tant que citoyens, se rendre utiles, agir. Un autre projet là sur l'île Saint-Denis, avec une maturité de réflexion et dans la mise en œuvre autour de circuits courts, enfin d'un truc qui a priori paraît un petit peu fou, qui est de recycler des couches jetables pour en faire un substrat. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que c'est finalement créer de la terre en pleine ville. Voilà, le substrat, c'est pour faire pousser des plantes. Et donc, derrière une activité horticole de production de fleurs. Je suis obligé de vous faire un petit pas pour vous raconter une dynamique collective un peu peut-être surprenante. C'est l'histoire de Compic. Compic, c'est compostage industriel de couches jetables. Donc on est au phare. Notre raison de poursuivre notre mission sociale à Allage, c'est celle de créer de l'activité qui crée de l'emploi, qui soit accessible aux plus éloignés. Et un jour, avec une autre association qui s'appelle Études et Chantiers, on se dit qu'il faut qu'on prenne ce sujet en main en créant nous-mêmes une activité en dehors de l'insertion, parce que le dispositif d'insertion parfois nous use. Et on va rencontrer une troisième personne, particulièrement énervante, parce qu'elle a moins de 40 ans, il est beau, sa famille est formidable, et puis il est polytechnicien, donc il finit vos phrases avant que vous les ayez commencées. Et on lui dit... travaille sur un sujet qui est celle de fabriquer des isolants biosourcés. On est sur un territoire qui construit, la question des filières et des origines des matériaux nous interroge. Il réfléchit quelques jours et il dit ça ne marchera pas, trop d'énergie consommée à recycler, donc on perd l'avantage du principe même de réemploi. Donc par contre, on va pouvoir les composter. Par exemple, quand on va demander à Stéphane de parler de la trajectoire d'Allage et de son travail, lui, ça va l'amener à mettre des mots. Et donc ça va l'amener à prendre conscience, à construire une pensée sur son propre travail. Donc ça, c'est déjà finalement un travail de réflexivité qui est utile pour la personne. Et quand il va partager son expérience avec celle des autres participants, ça va créer un écho, un double écho. Je prends appui sur le référentiel, mais j'installe autour du référentiel un espace qui permet à chacun de parler de son propre travail et d'avoir l'écho de pairs, c'est-à-dire de personnes qui sont confrontées aux mêmes enjeux de travail. Et ce faisant, on construit une appropriation des enjeux et finalement un transfert d'expérience d'une situation à une autre. Et ils nous tiennent debout. C'est ça, être debout, avancer, se tenir debout et dans se tenir debout, faire aussi que tout le monde se tienne debout et contribue à sa façon à ces changements qui nous sont imposés. Et donc, il faut qu'on ait une ossature et individuelle et collective. L'expérience des autres, elle est absolument fondamentale. D'abord pour comprendre ce qu'on vit soi-même, parce qu'en fait, on a besoin de cet effet miroir pour soi-même comprendre où on se situe dans le monde, dans la société, dans son activité. Et donc sa propre expérience est absolument indispensable aux autres pour qu'ils puissent eux-mêmes mener leur projet. Et ce qu'on joue ici dans l'atelier, c'est justement un éclairage de l'expérience des uns et des autres pour être en mesure, les uns par rapport aux autres, de se situer collectivement.
L'idée, c'était de vous mettre un petit peu, vous retracer la jeunesse du projet. Nous, on est sur un jeune projet, hein, contrairement à ce matin, qui n'est pas non plus un vieux projet, mais nous, on est encore plus jeune. Et donc, l'idée, ça va être, avec cet exercice-là que je vous propose, c'est de vous remettre dans l'état d'esprit vraiment de la jeunesse du projet. L'idée de discuter de, comme l'a souligné Bertrand, c'est le contenu technique. C'est ce qu'il faut faire pour tenir le 1,5 degré. On l'impose, comme c'est proposé là, ou on le fait nous-mêmes. En tout cas, il faut le faire pour tenir le 1,5 degré. Et là, on est en janvier 2019, première réflexion, et la Fondation de France lance un appel à projet qui s'appelle « Transition écologique, ici et ensemble », qui, en gros, répond bien à ce que, du coup, j'avais envie de faire et ce que j'avais proposé à Alexandra et Frédéric, on va les voir juste après, de dire, bon, ben, on essaye autre chose, on essaye notamment de s'appuyer sur les citoyens, de faire prendre conscience aux citoyens de ce que vous venez peut-être un petit peu de vivre là, de dire mince, on est encore très loin du compte en fait. Et donc on continue à se voir et on travaille sur le projet et on monte l'association Vent d'Ouest qui va être porteuse du projet. Du coup nous le propre du projet, on n'entre pas, ça va être je crois l'objet de questionnement, on n'entre pas par une porte thématique, par un projet emblématique qui prend une entrée et puis qui propose ensuite d'impulser quelque chose. On propose de travailler largement sur toutes les thématiques, d'alimenter les réflexions et puis de faire émerger du coup des choses. Pour nous, c'est des choses qui racontent la façon dont les gens sont en train d'inventer l'avenir sur les territoires. Et donc, le référentiel, pour nous, il va être surtout utile pour l'ingénierie, c'est-à-dire les acteurs intermédiaires qui accompagnent les acteurs du territoire dans ces processus de montage des initiatives, d'accès à des subventions. On se pose beaucoup de questions sur, donc étudiant en architecture, on se pose beaucoup de questions sur notre métier, la manière de le faire. On décide de prendre l'île Saint-Denis comme territoire d'expérimentation, de faire un diplôme utile et donc de se mettre à se retrousser les manches et aller sur le terrain. À l'époque, voilà, c'est des idées d'étudiants, donc on a des connaissances par nos différentes expériences de ce qu'est la collectivité, de ce que sont... Voilà, qu'est-ce qu'est un quartier populaire, etc. Mais du coup, il va falloir qu'on le confronte au réel. Ce diplôme se passe plutôt bien et c'est pour vous expliquer un peu la posture aussi de cette commune. C'est pas pour rien qu'on l'a choisi aussi au départ. On vient d'avoir notre diplôme, on monte une association et on nous dit voilà, ce que vous avez fait, c'est plutôt intéressant, ça ouvre des pistes. On vous fait confiance et on vous demande de défricher un peu, de voir... comment se placent les habitants par rapport à ce qui peut leur arriver, par rapport à ce gros programme. Allez-y. Voilà. Donc on écrit un peu ça ensemble. Et nous, on est libre de toute proposition. À partir de ça, du coup, on crée différents dispositifs et puis on est confronté à la question de la mobilisation habitante. À chaque époque, je suppose que les gens pouvaient construire leur futur. Mais là, je pense qu'on vit une époque, effectivement, où on a bien conscience en fait, des problématiques qu'on a affrontées, qu'on doit déjà affronter, qu'on aura affrontées de plus en plus dans l'avenir. Sauf que, pour moi, il faut se positionner comme des constructeurs de l'avenir. Voilà, quel futur on souhaite et comment, effectivement, on le fait. Et là aussi, cette démarche des ateliers des villes-pères, territoire pilote de la transition. Une ville est une ville en transition, un territoire est en transition parce qu'il a compris qu'il devait construire son propre avenir et l'avenir de la planète. Et c'est parce qu'on va le faire collectivement qu'on va créer l'assemblage de sociétés qui va permettre de répondre aux problèmes. En tant que maire, je suis qu'une toute petite partie du problème. Chaque citoyen, il en a une petite partie. Chaque acteur économique aussi. Et c'est la convergence de ces acteurs dans une vision. Si la France pouvait, dans les 5 ans qui viennent, se donner une vision partagée de ce que serait son développement dans une logique de transition, et que c'était tout le monde ensemble pour le porter, ça aurait une puissance de feu extraordinaire.